Donc là, sur les anciennes vidéos des couverts, on a eu quelques commentaires disant est-ce que ce serait pas possible d'avoir une photo de profil, un protocole bêche ou quelque chose pour voir un petit peu l'état du sol avant de coucher le couvert. Donc là, il y a François Hérissou qui est là et on va faire un petit test d'infiltration d'eau et peut-être un protocole bêche pour voir un petit peu quelle est la structure de mon sol avant de coucher le couvert. Ce qu'on va faire là, c'est sous le couvert, regarder un peu la structure du sol. Donc la structure du sol, c'est la façon dont le sol est organisé au travers de tous les éléments qui le composent. Et ces éléments, c'est la texture. Donc c'est des éléments minéraux d'abord. Donc les éléments minéraux de base, c'est les sables, les limons et l'argile, qui sont agrégés entre eux selon un certain ordre. Et le meilleur des ordres, c'est l'ordre biologique. Et cet ordre biologique, il faut essayer de l'abîmer le moins possible. Et effectivement, le travail du sol va remettre en cause tout cet ordre-là de structure. Et ce qu'on oublie toujours, enfin ce qu'on ne prend rarement en compte, c'est le rôle de la matière organique dans les sols pour mettre en place cette structure, parce que cette matière organique, elle a un rôle de colle en quelque sorte, pour coller entre eux tous ces éléments minéraux. Et l'animal de base qui fait tout ce travail-là, de jonction entre les minéraux et la matière organique, c'est le ver de terre. Le ver de terre qui, à l'intérieur de son tube digestif, va constituer les agrégats de sol grâce à des glandes qu'il a et qui absorbent, qui concentrent le calcium. Donc c'est à l'intérieur des vers de terre que se fait la jonction entre matière organique et éléments minéraux au travers du complexe argilo-humique, qui est tellement important pour la nutrition des plantes. Donc des vers de terre sont indispensables pour créer cette structure de sol au travers des agrégats. Donc structure, organisation du sol, texture. La texture, on n'y peut rien, on l'a telle qu'elle est, c'est les composantes de ce sol-là, et avec au milieu l'interaction de la matière organique et des vers de terre. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un protocole bêche, c'est-à-dire isoler une motte de terre sous ce couvert-là pour voir un peu la structure de sol qui a été générée un peu par toute cette vie. Je dégage pour faire pour isoler une motte de terre, parce qu'avec les couverts ça n'aurait pas été facile. Donc voilà, on a enlevé ces couverts là. Alors on va faire deux choses. On va regarder un peu la structure de la motte et ensuite on fera un petit protocole qu'on appelle le protocole d'infiltration de l'eau, parce que les couverts ils ont ce rôle là justement de permettre au sol d'être beaucoup plus poreux et de guider l'eau quand elle tombe vers le sous-sol, quoi. Et avec un cylindre comme ça qu'on enfonce dans le sol, dans lequel on va verser de l'eau, on va regarder à quelle vitesse s'infiltre l'eau. C'est un test relativement facile à mettre en œuvre. Et bon, il a un protocole assez précis, mais là on va le faire de façon un peu moins détaillée. On va verser de l'eau, on va regarder comment ça s'infiltre et le temps que ça met. Alors pour faire un protocole bêche, on procède de la façon suivante. On fait un pré-trou qui va nous permettre de sortir une motte ensuite sans pression, de façon à avoir une structure la plus intacte possible. Donc voilà, ça c'est le pré-trou. Et on va mettre maintenant, on va prendre une motte. Voilà, on a isolé une motte. Maintenant on va, donc le protocole bêche, il se passe en deux parties. La première des observations qu'on va faire, c'est si la motte se délite facilement ou pas. Si elle se délite facilement, c'est qu'elle n'est pas compactée, c'est qu'elle est relativement bien structurée, parce qu'il y a des failles et tout ça qui peuvent lui se permettre de l'ouvrir, et donc les racines peuvent facilement la coloniser. Et ensuite, on regarde donc si elle tient sur la bêche, et on la pose ensuite sur un support, et on la délite progressivement pour voir un peu comment elle est constituée. Voilà ce que ça donne. Donc il faut quand même dire que c'est des sols particuliers, puisque sur cette exploitation on fait beaucoup d'apports de compost et de bois.
Et donc on observe évidemment cette présence de matière organique très importante, hein, qui a été mise en surface. Et donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la structure là, elle est extrêmement ouverte, elle est extrêmement poreuse. Et c'est du fait de cet apport continu de compost et de bois en cours de décomposition qui amène beaucoup de carbone, énormément de carbone. Et donc il va faire qu'il y a une activité qui se crée et donc qui génère un peu cette structure-là. Donc là, pour le coup, on dit qu'elle tient sur la bêche, sauf qu'elle n'est pas du tout compactée. C'est un peu atypique comme cas, parce que elle est tenue par tout le système racinaire des couverts végétaux qu'il y avait dessus. Et ce système racinaire, il est important puisqu'on le voit, on en voit partout. On en voit partout. Donc là déjà, première observation, milieu extrêmement poreux. Après, si on soulève la motte, on s'aperçoit qu'elle est très légère, par rapport à la densité normale du sol, hein. Et ça, c'est une autre composante. La compaction, elle est certainement très faible parce que ce sol-là est très peu dense. Et c'est dû au fait aussi qu'il y a, encore une fois, beaucoup de matière organique qui est dedans. Donc, cette motte-là, on la pose sur le support et on va essayer de la dégager progressivement. Sans faire trop de pression, mais on la dégage. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est complètement ouverte. C'est-à-dire que il n'y a aucune motte, grosse motte, enfin, ou des mottes constitutives qui soient compactes, hein. Elle est formée d'un ensemble de grumeaux, donc très facile à coloniser, puisqu'on voit qu'il y a des racines un peu partout. Et ça, c'est dû, il faut quand même insister là-dessus, aux apports continus de matière organique. Je ne sais pas, peut-être, Benoît, tu peux... Là, avant la plantation, on a rajouté, après le semis à la volée, on a rajouté 10 cm de broyat. Voilà, donc c'est énorme, hein. 10 cm de broyat, c'est énorme. C'est l'équivalent de peut-être de 50 ou 100 tonnes de broyat. 300 tonnes à l'hectare. Donc ça, c'est quand même atypique dans ce qu'on voit dans la plupart des exploitations, hein. On ne pourrait pas le faire partout. Et donc voilà, ce que donne 300 tonnes de broyat sur un sol, c'est un sol complètement aéré, complètement poreux. Après, l'inconnu qu'il y a là-dedans, là, c'est comment ce broyat va être décomposé. Parce qu'en apportant du bois qui a énormément de carbone et peu d'azote, pour que les micro-organismes, les champignons et les bactéries décomposent ce bois avec beaucoup de carbone et peu d'azote, ils ont besoin d'azote, eux, pour se constituer, pour le décomposer. Donc l'azote, ils vont la prendre dans le sol. Et cet azote-là, si elle est insuffisante, eh bien, elle n'ira pas aux cultures qui vont suivre. C'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc il faut aussi être très vigilant à avoir suffisamment d'azote dans le sol pour qu'il y ait cette décomposition qui se passe. Parce qu'un rapport là, ça doit être des rapports de céssurène de 200 ou 300, hein, c'est du bois, c'est énorme. Il y en a une partie qui sera respirée, 60% à peu près, dont le carbone va partir, mais les 40% qui restent, avec l'azote initial, ne seront pas suffisants pour être décomposés. Donc il faudra apporter de l'azote exogène, donc qui est apporté par les légumineuses ou par des apports de fumier ou autre chose. Alors je ne sais pas quelle est ta façon de faire par rapport à ça. Moi j'aurais une question à te poser, c'est là on a apporté ce broyat, en fait on a semé à la volée, ouais, notre couvert, et on est venu rajouter du broyat pour que le couvert germe bien. Là, du coup ça a été apporté à l'automne, ça a été semé en septembre, est-ce que tu as l'impression que ce couvert a manqué d'azote là? Pas du tout. Et voilà, et c'est la question que je me pose. C'était des sols suffisamment pourvus en azote pour qu'il y ait eu cette utilisation de ce broyat par les plantes, de façon à ne pas être à pousser et à ne pas être gêné par rapport à leur alimentation en azote. Donc là, effectivement, c'est un couvert qui donne pas l'impression d'être pauvre en azote, hein, puisqu'il est très vert. Enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Quand il y a un manque d'azote, les plantes sont plutôt jaunes, hein, parce que l'azote, c'est un des éléments
de base de la chlorophylle, donc qui fait la photosynthèse. Et quand il n'y a pas de chlorophylle, ben, les plantes ne sont pas nourries et elles ne sont pas vertes. Donc voilà, il doit y avoir de l'azote. Il y en a suffisamment pour que ben, à la fois ça décompose et ça nourrisse la plante en surface. J'ai vu des études qui mettaient l'accent sur le fait que finalement, on a l'habitude de voir surtout la fixation d'azote atmosphérique via la légumineuse, mais on est en train de voir que finalement il y a aussi des bactéries fixatrices libres qui peuvent se mettre sur un bout de carbone, manger du carbone et elles respirer de l'azote et du coup apporter de l'azote à une matière organique et du coup faire baisser le C/N d'une matière sans forcément qu'il y ait de légumineuses. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être une piste de réflexion sur pourquoi le couvert il a pu si bien pousser sur une matière très carbonée très rapidement. C'est certainement une des clés de réponse. Hein. C'est ces bactéries fixatrices libres d'azote qui s'installent certainement sur les sols et puis qui font la fixation sans être inféodé à une plante. Hein. Donc il y a certainement de ça aussi. Ouais. C'est vrai que dans les bilans humiques, les bactéries libres ne sont pas prises en compte. Et du coup, c'est peut-être ça où des fois on ne comprend pas comment... Complètement, ouais. Il y a des tas de facteurs biologiques qui ne sont pas pris en compte dans les bilans humiques, et notamment l'impact de ces diazotrophes libres et aussi des champignons. Des champignons décomposeurs et des champignons mycorhiziens qui alimentent aussi les plantes. Quoi. Donc voilà, donc ça en termes de structure, ben, c'est un sol qui est parfait pour que ça pousse, et on le voit d'ailleurs, hein, parce que les plantes n'ont eu aucune difficulté ben, à l'explorer par leur système racinaire qui est relativement fin et qui a réussi à pénétrer dans le sol. Voilà, le système racinaire qui est extrêmement fin, donc il est fin, ça veut dire que le milieu il n'a pas posé de difficulté à être pénétré par ses racines. C'est pas courant d'avoir des systèmes aussi fins et aussi bien répartis. Et ça, c'est la qualité des graminées, hein, qui ont un système fasciculé qui va explorer très très fortement tout le milieu, qui va s'enfoncer à mesure qu'elle a besoin, que les besoins sont là. Hein. Donc là, c'est une petite manip qui a été mis en place dans le cadre du programme Agro. Donc le programme Agro, c'est un programme qui est soutenu financé par l'agence de l'eau Adour-Garonne, avec l'association française d'agroforesterie, qui est destinée à sensibiliser les agriculteurs à l'importance des couverts végétaux pour la qualité de l'eau. La couverture végétale va empêcher le lessivage la lessivation des nutriments, et va empêcher qu'ils se concentrent dans les nappes, notamment les nitrates. Hein. Et pour ça, on a plusieurs mesures. On mesure la respiration des sols pour voir un peu si l'activité est plus ou moins forte. Ensuite, la densité des sols. Un sol, plus il est compact, plus il est dense. Et enfin, un test d'infiltration qui permet de voir quelle est la capacité du sol à absorber de l'eau. Parce qu'on sait qu'un sol qui est compacté en surface, il va s'éroder. Et donc l'eau va partir en surface et va aller salir les nappes. J'enfonce le cylindre sur une certaine profondeur et avec ce récipient, on a calculé que la quantité d'eau qu'on va verser équivaut à un orage de 50 mm. Un orage de 50 mm, c'est quand même important. Et on verra en combien de temps le sol va absorber cet orage-là. Parce que sur un sol qui est compacté, où il y a des croûtes de battance en surface, il suffit de quelques millimètres pour que l'eau ne s'infiltre plus et parte dans les nappes. Quoi. Voilà, donc j'enfonce le cylindre jusqu'à une certaine marque que je connais, et cette marque-là, donc, elle me permet de dire que ce volume-là correspond à 50 mm d'eau. Voilà, j'ai rempli le récipient et je suis à 50 mm. Et je vais verser l'eau. Alors normalement on met un plastique pour que ça se répartisse rapidement, mais là on va le faire plus simplement. Et regardez la vitesse à laquelle ça va s'infiltrer. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide, c'est en quelques secondes. Alors que d'habitude dans des sols qui sont des sols beaucoup moins organiques que celui-là, ça dure quelques minutes, 2 à 3 minutes.
Et dans des sols fermés, ça dure 20 minutes, voire ça ne s'infiltre pas du tout. Donc là, vous avez des sols qui peuvent résister, si j'en remets une couche, c'est-à-dire un orage de 100 mm. Voilà, donc ça c'est rare de voir des capacités d'infiltration aussi importantes. Et donc là, voilà, parce que le deuxième, ça correspond à un deuxième orage de 50 mm hein, en quelques secondes. Donc imaginez un abat d'eau qui tombe sur ce couvert-là, eh bien il n'y aurait aucune conséquence sur l'aval, puisque tout s'infiltrerait. Et ça s'infiltrerait d'autant plus que la matière organique que vous avez mis dans vos sols va être un absorbeur d'eau, puisqu'on sait que la matière organique a des capacités d'absorption de l'eau 4 fois, 5 fois plus importantes que l'argile. Dans des sols qui sont peu argileux, ben c'est de la matière organique qui fait cet effet-là. Donc voilà, ça c'est extraordinaire de voir cette capacité d'infiltration. Si on retombe 50. Et si on retombe 50, donc un orage. Et on va aller faire cette expérience à côté. Voilà, ça c'est. J'ai rarement vu des sols, mais c'est tout à fait cohérent avec la structure que l'on a observée tout à l'heure. Voilà, donc ça je pense qu'on n'a pas d'exemple comme ça dans des sols classiques, y compris des bons sols avec couverture végétale, parce qu'on est vraiment sur des couverts particuliers, enfin sur des apports de matière organique particulières donc, que vous mettez. Et d'ailleurs, autre critère qu'on voit, c'est un sol très sombre, donc très riche en carbone. Voilà, donc je pense qu'on pourrait remplir et ça s'infiltrerait. Donc les inondations, c'est pas dû à trop de pluie, mais plus à ou de l'urbanisation ou des mauvaises pratiques agricoles. Alors voilà, c'est à peu près ça, ouais. C'est-à-dire qu'une croûte de battance dans des sols qui sont relativement sujets à ça, dans des sols limoneux, une croûte de battance d'1 ou 2 mm, ben, ne permet pas d'absorber 2 mm d'eau, quoi. Donc une petite pluie ben, va partir. Alors qu'ici, vous êtes sur du 150 mm. Donc les techniques qui sont à mettre en œuvre pour favoriser cette absorption d'eau, déjà en premier lieu, c'est la couverture végétale, les vers de terre qui reviennent, et puis voilà, et la matière organique. Et en plus ça pousse, quoi. On n'est pas dans un sol qu'on pourrait qualifier de tourbeux, où il y a très peu de cycle de la matière organique. Là, on est sur un sol qui fonctionne à fond parce qu'il est alimenté en permanence. Qu'on peut faire cette alimentation, cet amendement, parce que c'est des surfaces qui ne sont pas quand même énormes, hein. 300 tonnes hectares, on ne pourrait pas le faire sur une exploitation de 100 hectares, mais c'est des orientations qu'il faut avoir en tête, notamment par rapport aux histoires d'agroforesterie, de replantation d'arbres, des choses comme ça, qui vont redistribuer des résidus carbonés dans le sol pour les enrichir, encore une fois. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, à ces bactéries fixatrices d'azote qui viennent s'installer pour permettre, pour augmenter la minéralisation de ces substrats très riches en carbone, quoi. Donc on va refaire ce test d'infiltration à 3 mètres de là où on était, mais par contre sur un sol qui n'a jamais eu de couvert et qui est plus ou moins tassé quand même pour illustrer un peu ce qu'on a dit, quoi, sur la compaction des sols. Donc je verse mes 50 mm d'eau là. Ça descend quand même, mais ça met plus de temps. Voilà, ça descend, donc il faut attendre, hein. Alors, c'est une partie du sol où il y a eu des composts autrefois, mais par contre, il n'y a jamais eu de couverts végétaux, donc il n'y a jamais eu de travail fait par les racines pour rendre poreux ce sol-là. Malgré tout, ça descend, mais vous voyez que ça descend beaucoup moins vite qu'à côté. Après, ça peut durer longtemps, mais là, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc là, c'est déjà intéressant parce qu'il y a encore une certaine porosité. Donc là, on va remettre une deuxième couche, parce que souvent, la première couche bouche les pores existants, et si c'est insuffisamment poreux, eh bien, cette deuxième couche, elle ne s'enfonce pas.
C'est ce qu'on voit dans une des photos de ton diaporama, où finalement on voit comme une cimentation du profil par les agrégats fins qui ont été emportés par l'eau et qui viennent boucher les fissures plus profondes dans le profil. Voilà. Le travail en surface fait désagrège les agrégats déjà, et par les fentes qui sont créées, va précipiter ces agrégats au fond du travail, et ils vont colmater la base, quoi. Et ça amplifie en fait la semelle de labour. Exactement, voilà, ça se dépose. La semelle de travail de sol. Ça se dépose sur la semelle de travail du sol, et puis ça participe au colmatage, hein. Alors, ce qui participe au colmatage, bien sûr aussi, c'est que les travaux fréquents détruisent les galeries des vers de terre, détruisent les galeries des racines, donc c'est-à-dire que enlèvent les jonctions qu'il y a de la surface vers le fond, et donc tout ça c'est chamboulé et ça n'arrive plus à retrouver les circuits, quoi, de transfert d'eau. Qu'est-ce que tu penses de la définition un sol qui se meurt? C'est un sol dont la surface n'est plus en relation avec les univers plus profonds du sol? Oui, c'est la première des observations que l'on fait, quoi. C'est-à-dire un sol qui n'est plus vertical, c'est-à-dire qui ne fait plus la jonction entre la surface et le fond. C'est un sol qui n'assure plus l'alimentation des plantes et la fertilité en général. La fertilité, c'est la capacité du sol à alimenter la plante, mais au-delà de ça, c'est à entretenir toute la vie biologique qu'il y a autour, qu'il y a dans ce sol-là. Ça va bien au-delà de la plante. Et donc un sol qui n'est plus relié entre la surface et le fond parce qu'il a été travaillé intensivement, donc avec une structure plutôt horizontale que verticale, empêche des échanges à tous les niveaux, faune, flore, entre la surface et le fond. Et voilà, donc ça empêche ce sol-là qui, par exemple, s'assèche progressivement pendant l'été. Ça empêche les plantes d'aller chercher les réserves d'eau qu'il y aurait au fond, quoi. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on voit là, c'est que c'est pas forcément, c'est intéressant aussi parce qu'on a quand même infiltré 100 mm d'eau sur une surface compactée, mais qui avait reçu du broyat, enfin de la matière organique, qui a permis quand même à ce sol de se structurer. Donc ça c'est quand même intéressant aussi à voir, hein. C'est-à-dire y compris sur des parcelles, sur des parties qui sont très souvent nues, hein, on a ce broyat qui a fait le travail.